À Montréal, on m'appelle Nathalie Cora. Je fréquentais un Africain, un Égyptien, qui m'a amenée dans un bar alors que j'avais pas l'âge légal pour écouter un monsieur qui venait d'arriver du Sénégal et qui jouait de la kora. Et j'ai pris l'habitude d'aller l'écouter tous les mardis soirs. Il jouait dans cet endroit qui s'appelait l'Opale. Et puis un jour, il est venu s'asseoir à côté de nous et puis il nous a expliqué qu'il avait besoin d'aide pour régler un petit problème de téléphone. Et la semaine suivante, je suis venue au spectacle en lui amenant ma petite somme que j'avais mis de côté pour l'aider, qui était comme environ 40, peut-être 60 $, je ne me rappelle plus. Et puis le bar a fermé, la place a fermé, et lui, je l'ai perdu de vue. Mais comme 6 mois plus tard, il l'a retrouvé où j'habitais, à Montréal. Un jour, ça a cogné à la porte. J'ai ouvert la porte et c'était lui qui venait me rembourser en me donnant une kora à cheville de bois. C'était ma rencontre avec la kora. La kora est venue chez moi. Ce monsieur s'appelait Younoussa Sissoko. Donc, j'ai appris la musique d'une manière informelle, plus intuitivement, à l'oreille, vraiment de manière orale. Ça a changé ma vie, cette rencontre avec la kora, mais d'une manière où j'en avais pas conscience. Les Mandingues, c'est un grand groupe, un grand peuple qui couvre à peu près tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont une histoire très, très longue et ils ont connu un empire qu'on appelle l'Empire mandingue. Donc, chaque répertoire qui est lié à la kora a une histoire. Ça servait de papier aux Mandingues. La kora, pas seulement la kora, mais tous les instruments mélodiques comme le balafon, le khalam ou les comptines, ou comme chacun le nomme dans son milieu, c'est le papier sur lequel les griots couchent les histoires qui sont retenues de mère en fille ou de père en fils. Et ils apprennent ça très petits. Ils vont pas à l'école. C'est ça l'école. C'est l'école, bon, pour la kora, c'est l'école de la kora. Et parfois, il y en a qui sont des virtuoses de l'instrument. Ils vont à peu près savoir le contenu. Et puis, dans la famille, il va y avoir aussi des gens qui vont retenir le contenu à l'oralité. C'est eux qui vont finir par la chanter ou raconter les histoires. Mais tout ça, ça appartient au monde des griots. Les griots, c'est, si je pourrais expliquer ça en français, mais j'aime pas le mot, c'est une caste. C'est une société qui est hiérarchisée en plusieurs castes. Et ça, t'as les nobles, et puis après ça, t'as les métiers, forgerons, tisserands, et puis t'as les griots qui ferment la société. Ils ont énormément de pouvoir, bien que beaucoup les placent en dernier.
parce qu'en fait, on doit prendre soin des griots parce que c'est eux qui gardent la généalogie de ta famille. Et si on souhaite que les griots parlent en bien de notre famille, on doit bien les traiter. Donc, bien les faire vivre, bien les récompenser, les rémunérer, en prendre soin. Parce qu'ils parlent du nom de ta famille. Les griots de père en fils ou de mère en fille sont attachés souvent à une famille noble. Ils vont connaître toute l'histoire de la famille. Et ils peuvent te parler de tes grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents, en nommant les noms et les prénoms. Et tous les faits heureux de leur vie pour garder la mémoire de la famille. Donc, c'est une fonction sociale qui est absolument... moi, je la trouve magnifique parce qu'elle tisse les liens, elle garde les liens de la famille, elle garde les liens du groupe. Donc ça, c'est vraiment une particularité des Mandingues. La kora, c'est leur instrument qui sert de papier sur lequel on couche les histoires mandingues. Les griots sont les gardiens de la mémoire collective. Et ils se servent des instruments de musique pour capter l'attention des gens. En fait, ils ont fait le choix, et puis c'est en parlant avec des vieux griots que je me suis rendu compte que c'est quand même un choix conscient de ne pas opter pour écrire. On n'écrit pas la musique, on n'écrit pas les histoires, parce qu'on les tue. Le moment qu'on les fixe, elles deviennent difficiles à transmettre, tandis que quand on les met en musique, les gens viennent l'écouter. C'est fascinant. Le son est elfique, c'est un son magique, c'est un son cristallin, c'est hypnotisant. Même si on ne sait pas jouer la kora dès le début, si elle est accordée, ça sonne tout de suite très bien. C'est vraiment... c'est un instrument presque magique. N'importe qui va prendre une kora, va faire vring avec, c'est déjà harmonieux, c'est déjà beau. Donc ça te donne le goût de la toucher. Traditionnellement, chaque joueur de kora doit fabriquer sa kora. Un peu plus tard dans l'apprentissage, on est face à la demande du maître qui est « Bon, maintenant, on va te montrer comment fabriquer une kora. » Puis après ça, la tienne, tu la fabriques. Et c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de luthier de kora en Afrique. Il y en a maintenant, mais c'est assez nouveau. Ils poussent la fabrication à son minimum. Dès que ça sonne, c'est OK. Ils ne vont pas mettre du détail sur la finition. La finition n'est pas très importante. C'est vraiment le son qui est important en Afrique. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant
de m'investir beaucoup sur la finition aussi. Donc, j'aime bien choisir mes calebasses pour qu'elles soient assez parfaites. J'aime bien m'investir dans la décoration aussi, le punaisage, de faire des beaux dessins. Oui, d'avoir une qualité d'instrument qui soit léger aussi, l'instrument soit léger pour pouvoir jouer en position debout. Donc, j'ai poussé ça assez loin. Et au point où maintenant, il y a des griots africains qui m'achètent mes koras. Ça, c'est super. C'est vraiment cool. Alors, la kora, c'est fait avec une demi-calebasse, qui est une courge qui pousse en Afrique de l'Ouest, sur laquelle on vient tendre une peau, idéalement de zébu, mais dans ce cas-ci, c'est une peau de chevreuil, dans lequel on fait traverser un long manche. En bas du manche vient se fixer une fesse, on appelle ça la fesse de fer, une pièce de métal qui reçoit le cordier sur lequel est accroché les 21 cordes qui viennent se fixer aux 21 clés qu'il y a sur le manche. Puis là, il y a 2 antennes ici par lesquelles on tient l'instrument puis qui nous permettent de jouer avec le pouce et l'index de chaque côté de la main. Il y a un petit chevalet aussi. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une harpe-luth, parce que c'est pas de cadre à caisse de résonance. Ça passe par un chevalet. Alors, on l'appelle une petite harpe-luth. En fait, il est impossible pour moi de parler de la kora sans parler de son origine, sans parler des mandingues. Mais en même temps, je tiens à préciser que le mieux pour comprendre encore mieux, c'est de parler avec des griots mandingues. Donc, ce dont je parle en ce moment, c'est vraiment ma compréhension personnelle de ce qu'est la kora et de ce qu'est le griotisme mandingue. Donc, je tenais vraiment à ajouter ça. Et si je me permets aussi de parler un peu de ma compréhension de ce qu'est le griotisme mandingue à travers la kora, pour le peu que j'en connaisse, c'est parce que ils m'ont encouragée à apprendre la kora. J'ai jamais vu un griot qui joue la kora ne pas vouloir partager sa culture avec moi. Vraiment.